of satisfaction with assistive technology. À partir donc de ces deux outils, des niveaux donc en fait de qualité de vie et de satisfaction ont été appréciés. Les différentes données recueillies ont été analysées avec le logiciel EpiInfo. Voici les résultats. On peut constater qu'il s'agissait de sujets en majorité de sexe masculin, la sexe ratio étant de 3,17. Ces sujets, dans la grande majorité, étaient jeunes, âgés particulièrement de 20 à 60 ans. Leur revenu mensuel moyen, un peu comme le disait la présentation qui nous a précédé, a été très bas. La majorité a eu un revenu mensuel moyen inférieur à 35 000 francs CFA. L'ancienneté de l'amputation a été très fort variable, mais avec une moyenne de 60 mois, soit 5 ans. Le côté de l'amputation a été à droite comme à gauche, mais comme vous constatez, c'est surtout le côté gauche qui a été le plus amputé. On n'a pas eu dans notre étude des sujets amputés au niveau des deux membres. Ces amputations ont été faites au niveau donc de la cuisse à différents niveaux. De manière prédominante, il s'agissait des amputations au tiers moyen, je crois, 42% des cas, et les amputations au tiers proximal qui étaient de 32%. La cause de l'amputation ou les causes de l'amputation ont été variables, mais de manière très prédominante, soit 4 fois sur 5, il s'agissait des traumatismes. L'aspect du moignon de manière globale a été fonctionnel, mais nous avons déploré et constaté simplement qu'il avait eu quand même 2 cas de moignon douloureux et 1 cas de moignon défectueux. En ce qui concerne l'aide technique à la marche chez ces sujets, elle a été utilisée environ dans la moitié des cas et il s'agissait entre autres de cannes, de déambulateurs, de fauteuils roulants. Ces patients ont bénéficié des séances de rééducation, mais c'est seulement dans 58% des cas. Ces séances de rééducation ont été en nombre très variable, allant de 7 à 60 séances. Ces séances de rééducation, malheureusement, dans la grande majorité, n'ont pas été faites à tous les temps de la prothétisation. Comme on peut constater, c'est seulement environ le tiers des sujets qui a eu à faire les séances de rééducation en pré, per et en post-prothétique. Les prothèses réalisées chez ces sujets ont été exosquelettiques dans 56% des cas et endosquelettiques dans 44%. Quant à l'emboîture, elle a été surtout les emboîtures de contact et également des emboîtures conventionnelles. Dans la totalité des cas, c'était essentiellement des genoux monocentriques et le pied sèche. Les matériaux utilisés ont été la résine surtout, avec le polypropylène et parfois du bois. En ce qui concerne la satisfaction des patients de leur prothèse, on peut constater qu'environ 9 fois sur 10, les patients avaient une bonne satisfaction de leur prothèse. Au moins une bonne satisfaction. La qualité de vie a été au moins bonne chez la totalité des sujets de l'étude, très bonne dans 66% des cas et excellente dans 38%. Les facteurs liés à la qualité de vie ont été essentiellement l'âge
et l'aspect du moyen. Pour ce qui concerne les facteurs liés à la satisfaction des patients de leur appareillage, il s'agissait de l'âge, du niveau d'autonomie, du nombre de séances et des caractéristiques de leur prothèse. À présent, quelques éléments de discussion. Pour ce qui concerne l'âge, comme on avait dit, il s'agissait essentiellement de sujets jeunes. Ce résultat a été également rapporté dans la littérature par plusieurs auteurs, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs. Et ça montre quand même qu'il s'agissait essentiellement de sujets qui avaient beaucoup à donner pour la construction de leur société, des sujets qui avaient assez de responsabilités au niveau familial. Donc, il était important de pouvoir restaurer une certaine intégration socio-professionnelle de ces sujets, d'où l'intérêt de la question d'aborder leur qualité de vie. En ce qui concerne le sexe, comme on a dit, c'était surtout des hommes. Le même constat également avait été fait par certains auteurs, avec des proportions d'hommes dans leur série allant de 66 à 90%. Cette prédominance des sujets de sexe masculin, nous avons essayé donc de l'expliquer par le risque auquel ils s'exposent dans l'exercice de leur profession ou à la quête de ce travail. Tout de même, nous nous sommes demandé si cela n'est pas également en rapport avec le fait qu'il s'agit d'une étude faite en milieu hospitalier. En ce qui concerne la satisfaction des sujets de leur prothèse, comme on l'a dit, elle a été bonne, au moins bonne dans 88% des cas, influencée par l'âge, le niveau d'autonomie, le nombre de séances de rééducation, les caractéristiques de la prothèse. Nous nous posons la question de savoir s'il ne s'agit pas là d'un cercle vicieux. Autrement dit, plus jeune, pour plus d'autonomie, il faut plus de séances de rééducation fonctionnelle, et plus de séances de rééducation fonctionnelle pour plus d'autonomie permet d'avoir une meilleure satisfaction de cette prothèse. Et là, nous nous sommes également dit, si notre hypothèse est vérifiée, nous nous posons l'autre question de savoir quel espoir pouvons-nous avoir dans la prothétisation des sujets du troisième âge, ou ces sujets prothésés à leur troisième âge, quel espoir avoir. Mais si c'était non, nous nous demandons si éventuellement la comorbidité qu'il y a avec l'âge n'est pas un facteur pouvant limiter les capacités fonctionnelles et par conséquent la satisfaction que les patients auraient eue de leur prothèse. En ce qui concerne la qualité de vie, comme nous le savons, selon la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, il s'agit du stade ultime. Ce stade ultime a été au moins bonne chez la totalité des sujets de l'étude et comme on l'a dit, elle a été influencée par l'âge, l'aspect du moyen, le nombre de séances de rééducation et le niveau d'autonomie. Mais malheureusement, on a constaté que la satisfaction de la prothèse n'a pas du tout eu un lien significatif avec la qualité de vie des sujets de l'étude. Nous nous demandons, et comme vous pouvez le constater, certes, en faisant donc la prothèse, on dit que c'est un remplacement donc du membre amputé, mais il n'y a pas de doute qu'on n'a pas restauré donc en fait ce membre amputé. Est-ce que ce n'est pas une situation, un facteur pouvant expliquer qu'il n'y ait pas de corrélation entre la satisfaction donnant une autonomie assez suffisante, contrairement donc en fait au membre qui n'est pas entièrement restauré, même si ça permet une fonction. C'est un questionnement que nous nous sommes fait. Mais pour ce qui concerne cette qualité de vie, dans la revue de la littérature, nous avons constaté qu'avec des prothèses utilisant certains types d'emboîtures, particulièrement ces emboîtures ostéo-intégrées, les études ont rapporté que cela permet d'améliorer naturellement les capacités fonctionnelles,
mais également la qualité de vie des sujets de leur série. En conclusion, nous pouvons dire que la qualité de vie des sujets de notre étude a été très intéressante. Cette qualité donc de vie intéressante, nous nous posons la question de savoir est-ce que cela est en rapport avec notre adaptation, donc en fait de la situation, malgré nos maigres possibilités sur le plan financier. Ou nous nous demandons également si cela n'est pas en rapport avec l'interférence de la solidarité africaine. Quoi qu'il en soit, vous êtes d'accord avec moi qu'il faille que les différentes autorités politico-administratives s'intéressent davantage à la situation des personnes handicapées de manière générale et aux amputés pour leur permettre une meilleure qualité de vie. Nous vous remercions. Merci, docteur. Bonne conclusion, mais également bon questionnement sur le rapport entre la qualité de vie des personnes handicapées et l'appareillage. Je pense que dans les débats également, nous allons revenir sur ça, mais on retiendra simplement que le premier pas vers l'intégration, vers l'inclusion de la personne handicapée, c'est d'abord son appareillage. Il faut l'appareil. Pour pouvoir l'amener à l'école, il faut l'appareil pour penser l'insérer quelque part, etc. Les débats nous éclaireront. Et encore une fois, merci beaucoup pour cette belle présentation. Nous allons passer à la présentation numéro 3 du docteur Salifou Gadema sur le handicap chronique à la marche. Il va nous partager avec nous les résultats d'une enquête qui a été faite en milieu scolaire à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Je rappelle que le Dr Gandema est maître assistant en médecine physique et réadaptation à l'Institut supérieur des sciences de la santé, Université polytechnique de Bobo Dioulasso. Il a été aussi successivement médecin généraliste au centre hospitalier de Waïgouya, médecin généraliste au Centre national d'appareillage orthopédique du Burkina, médecin attaché dans le service de rééducation neurologique de l'hôpital Henri Gabriel de Saint-Genis-Laval en France, médecin du Centre national d'appareillage orthopédique du Burkina Faso et chef du service dissuasif de médecine physique et d'adaptation, département de chirurgie du CHU Sorosanou de Bobo Dioulasso. Je rappelle également que Dr Gandema est diplômé de l'Université de Lyon 1. Docteur, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers participants, nous avons l'honneur de vous présenter un sujet transversal intitulé « Le handicap chronique à la marche » en milieu scolaire à Bobo Dioulasso. Il s'agit d'une étude prospective à visée épidémiologique et diagnostique qui parle d'un sujet sur la marche. Nous allons suivre un plan classique qui va de l'introduction à la conclusion en passant par nos objectifs, nos résultats, notre méthodologie, nos résultats que nous allons coupler avec la discussion. Donc, lorsqu'on aborde un sujet sur la marche humaine, il n'est pas superflu de rappeler que la vie c'est le mouvement et le mouvement c'est la vie. Ceci dit, la marche est le type de mouvement humain le plus important, et c'est Borelli depuis les années 1600 qui a été le premier à aborder la question, avant que ce qu'on appelle les frères Weber ne reprennent le sujet à leur compte, pour nous montrer que la marche nécessite une intégrité de toutes les structures anatomiques comprenant l'os, l'articulation, le muscle, les nerfs et même le système vasculaire. Ceci dit, lorsqu'on note une lésion d'une structure ou d'une de ces structures, nous allons déclencher le cycle de Wood qui va de l'infirmité, l'incapacité pour aboutir au handicap. Ceci dit, revenant à notre terrain d'étude qui est le Burkina Faso, il faut se rappeler que le Burkina Faso est un pays sahélien et le taux de morbidité, ce qu'on appelle le taux de morbidité général, atteint 15,8% de la population. Sur 100 personnes dans l'année, nous avons toute la chance
d'avoir au moins une quinzaine qui va présenter une pathologie morbide. Donc, aborder l'épidémiologie du handicap également dans ces pays sous-développés nous amène à nous confronter à l'absence ou à la carence de données fiables. Raison pour laquelle, si nous nous posons la question « Combien y a-t-il de personnes handicapées au Burkina Faso ?», seul Dieu peut nous répondre, nous ne sommes pas à mesure de vous répondre, on ne peut que faire des extrapolations. C'est raison pour laquelle nous avons lancé cette étude pour établir le profil épidémiologique du handicap chronique à la marche en milieu scolaire à Bobo-Dioulasso, pour au moins lever le voile sur un pan de la question. Notre cas d'étude, donc, c'est la ville de Bobo-Dioulasso. Notre champ d'étude, nous nous sommes intéressés aux écoles de la ville et nous avons dénombré 363 écoles primaires. C'est le niveau primaire que nous avons utilisé comme terrain d'étude. Et nous avons fait un tirage aléatoire simple de 10 écoles primaires dans lesquelles nous avons fait ce qu'on appelle un échantillonnage exhaustif. Le type d'étude, c'est une étude transversale prospective qui a été conduite du 10 janvier au 15 mai 2014. La population d'études, donc, c'est les élèves de l'école primaire qui comprenaient toutes les classes. Donc, c'est des enfants qui sont âgés, les plus jeunes de 5 ans et les plus âgés, la marge supérieure, atteignant 14 ans pour certains. Donc, et le critère également d'inclusion comprenait, il fallait que la pathologie qui cause ce handicap à la marche dure au minimum depuis 3 mois. Donc, quels sont les résultats et une petite discussion que nous allons coupler aux résultats. Nous avons examiné tous les enfants des 10 écoles et nous avons trouvé un échantillon de 4336 enfants que nous avons examinés. Et parmi ces enfants, nous avions 2218 garçons pour 2118 filles. Et sur ces 4336 enfants que nous avons examinés, nous avons pu recenser 62 cas de handicap chronique à la marche, ce qui nous donne une prévalence de 14,3 pour 1000. Sur 1000 enfants, nous trouvons à peu près 15 enfants qui sont en situation de handicap chronique à la marche. Nous avons comparé nos résultats aux études antérieures et nous nous rendons compte qu'au Burkina Faso, il y a une étude qui a été déjà faite dans ce qu'on appelle le plateau Mossi au nord du pays et on retrouvait des chiffres autour de 9,56 pour 1000 cas d'enfants présentant un handicap chronique à la marche. Quand on s'intéresse à des études plus occidentales, en particulier une étude qui a été conduite en Angleterre à Blackburn en Angleterre, on se rend compte qu'ils avaient intégré tout type de handicap et élargi également la tranche d'âge qui allait de 9 mois à 16 ans. Et là, ils trouvaient des pourcentages très élevés qui atteignaient 73 pour 1000, pour vous dire que les chiffres sont très variables d'une étude à l'autre et variables également en fonction de la méthodologie. Ensuite, toujours sur les caractéristiques épidémiologiques, nous nous sommes rendus compte que sur nos 62 cas, 35% étaient des garçons et 65% étaient des filles, ce qui va en contradiction avec les études antérieures, en particulier Rwanda au Burkina qui rapportait un sexe ratio de 1,3 en faveur des garçons, Dominique en France qui nous rapportait 3,7 en faveur des garçons, et Fischer en Angleterre également qui nous donnait des chiffres 1,7 en faveur des garçons. Pourquoi cette prédominance féminine dans notre étude? Nous pensons que, ou nous nous posons la question, est-ce qu'il y a une surexposition des filles par rapport au handicap chronique à la marche? Nous avons trouvé la réponse que nous allons donc vous apporter vers la fin de notre étude. Toujours sur les caractéristiques démographiques, on s'est rendu compte que la profession des parents, il n'y a pas une catégorie socio-professionnelle particulière des parents qui exposaient les enfants au handicap. Toutes les catégories socio-professionnelles que nous avons recensées dans notre étude nous montrent qu'aucune profession n'est à l'abri du handicap chronique à la marche, ce qui nous fait dire que le handicap chronique à la marche ne connaît pas de barrière sociale. Chacun porte sa croix, comme on dit. Sur le plan du diagnostic étiologique, quelles sont les pathologies qui étaient pourvoyeuses de handicap chronique à la marche dans notre étude? En tête, nous avons trouvé ce qu'on appelle les déviations axiales du membre inférieur, avec 37,09% des cas. Lorsque nous parlons de déviation axiale des membres inférieurs, on va nous dire que la déviation axiale peut être physiologique chez l'enfant, certes, mais on vous a inséré des images dans la suite de l'exposé. Lorsqu'on voit des déviations axiales qui sont très importantes, et notre critère c'était quoi? C'était de mesurer
ce qu'on appelle l'écart intermalléolaire en charge et ou l'écart intercondylien en charge. Et lorsque l'enfant excédait 5 ans et cet écart intermalléolaire excédait les 7 cm, on considérait qu'il était pathologique. Deuxième pathologie également qui était pourvoyeuse de handicap chronique à la marche, ce qu'on appelle la nécrose céphalique de la tête fémorale. C'est une coxarthrose qui, dans notre contexte, est surtout liée à la drépanocytose. On s'est rendu compte que c'est une pathologie qui commence très tôt chez l'enfant dans notre milieu, autour de 3-4 ans. L'enfant va arriver avec une boiterie souvent d'esquive ou une asymétrie au niveau des épaules, une boiterie au niveau des épaules, et les parents souvent relient cette boiterie à une injection intramusculaire, surtout de quinine dans notre contexte. Malheureusement, lorsque nous réalisons tout le bilan paraclinique, surtout la radiographie, on se rend compte qu'il y a une nécrose sous-jacente et souvent ça pose un problème médico-légal. Troisième pathologie, c'est ce que nous avons appelé la paralysie du nerf sciatique. C'est une pathologie qui a été longtemps confondue à la séquelle de poliomyélite, et Dieu merci, aujourd'hui la poliomyélite est une pathologie qui est en voie d'éradication ou même éradiquée dans certains de nos pays. Et ça met à nu cette pathologie qui est la paralysie post-injectionnelle du nerf sciatique. Et nous retrouvons une fréquence de 11,30% parmi les cas de boiterie, de handicap chronique à la marche dans notre échantillon. Donc, nous sommes rendus compte que dans nos dispensaires, il y a une formule qui est bien connue, fièvre égale palu égale quinine en intramusculaire. Et malheureusement, la conséquence, c'est la paralysie iatrogène du nerf sciatique. Sur le plan bilan paraclinique, nous nous sommes rendus compte que dans notre étude, on offrait gratuitement le bilan paraclinique à tous les enfants qui étaient dépistés. Mais malheureusement, les parents qu'on convoquait avec les enfants pour réaliser ce bilan paraclinique ne devaient pas répondre aux convocations. Par ignorance, on ne saurait le dire, ou tout simplement par négligence. Ensuite, sur le plan de la boiterie, parce que qui dit handicap chronique à la marche, il y a certes la douleur qui est là, mais il y a surtout ce côté visible du handicap chronique à la marche qui est la boiterie. Donc nous avons cherché à caractériser les types de boiterie que nous trouvions chez les enfants. Et on se rend compte que 60% des cas que nous avons trouvés présentaient une boiterie à type de plongeon. La boiterie à type de plongeon trahit ce qu'on appelle une inégalité de longueur des membres inférieurs. Et si vous vous rappelez, sur le plan étiologique, on a trouvé pas mal de déviations axiales des membres inférieurs. Ces déviations axiales étaient surtout des genoux valgum ou des genoux varum. Et lorsque cette déviation était unilatérale, ça créait le nid d'une boiterie à type de plongeon parce que ça créait une inégalité de longueur des membres inférieurs. Ensuite, nous avons trouvé la boiterie à type d'esquive autour de 16%. C'est l'enfant qui a mal et qui évite de se mettre en charge sur le membre atteint, sur le membre souffrant. Et en ce moment, on observe une boiterie à type d'esquive. Et en troisième type de boiterie la plus fréquente, c'était le cépage qui trahissait la paralysie du nerf sciatique, qui crée une faiblesse musculaire au niveau des releveurs. Et en ce moment, l'enfant avait une boiterie à type de cépage. Nous reprenons une pathologie qui est la déviation axiale du membre inférieur, que nous rapportons autour de 37% des cas. C'est essentiellement les genoux valgum, les genoux varum et les genoux recurvatum. Je me suis permis de mettre une image ici pour montrer, lorsqu'on parle de déviation axiale du membre inférieur, ça peut paraître exagéré, mais nous nous sommes rendus compte que nous avons des déviations qui sont tellement monstrueuses. C'est une fillette que nous avons trouvée dans une école primaire qui a une déviation axiale initiale à type de genou valgum gauche, et faute de soins, ce genou valgum gauche va entraîner la naissance d'un genou varum à droite contralatéral, créant ce qu'on appelle une image en miroir des deux membres pelviens chez cet enfant. Et c'est une situation très handicapante. Imaginez cette gamine soulever tout simplement un seau d'eau pour aller à la douche, ou même plus loin, quand elle va commencer ses maternités, comment elle va pouvoir se déplacer. Donc, non traitées, ces déviations axiales sont source de douleur et probablement d'une arthrose qui va s'installer de façon précoce chez ce type de sujet. Parlant de la nécrose de la tête fémorale, voilà comment l'évolution va se faire. On aboutit souvent à une lyse totale de la tête fémorale chez ces enfants drépanocytaires, ce qui crée une boiterie, d'abord à type d'esquive parce qu'au début ils ont mal, et enfin à type de plongeon parce qu'il y aura une inégalité de longueur des membres inférieurs parce qu'on note l'ascension ici du massif trochantérien par rapport au côté contralatéral. Donc l'évolution va se faire vers l'amyotrophie, le raccourcissement du membre et
avec la boiterie qui va trahir cette pathologie. Et le type de boiterie, on a dit, c'est le plongeon ou l'esquive au début. Et la prise en charge est très délicate parce que ça va demander à la fin une prothétisation de cet enfant. Ensuite, la paralysie iatrogène ou la paralysie du nerf sciatique. Là, nous avons mis l'image d'un enfant qui présente une paralysie du nerf sciatique à droite, avec à la marche une ascension du genou, une chute du pied vers le sol, ce qui va entraîner la boiterie caractéristique à type de cépage. Donc, la paralysie du nerf sciatique va se traduire cliniquement par ce qu'on appelle une algoparalysie. Et dans notre série, nous avons trouvé une fréquence de 11,30%. Les Sénégalais, il y a une étude sénégalaise conduite par l'équipe de Kouradao, il y avait Sako en particulier dans cette étude, qui rapportait des chiffres autour de 4%. Et malheureusement, l'évolution de cette pathologie, lorsqu'elle n'est pas prise en charge correctement, va évoluer vers un varus et même une mise en équine du pied. Et l'enfant va marcher à la fin sur le rebord externe, voire même sur le dos du pied, ce qui va nécessiter une prise en charge médico-chirurgicale, physique et avec également l'appui de nos amis appareilleurs pour souvent fabriquer ce qu'on appelle des attelles releveurs. Ensuite, une autre pathologie, c'est ce qu'on appelle la paralysie cérébrale. Dans la nomenclature française, du moins l'ancienne nomenclature française, on continuait de l'appeler l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale, ou l'infirmité motrice d'origine cérébrale, qui est regroupée sur la terminologie anglo-saxonne sous le terme paralysie cérébrale. Nous avons trouvé 4,84% d'enfants à l'école primaire qui présentaient cette pathologie. Pourquoi cette pathologie est particulière? Parce qu'elle est alimentée par des pathologies qui sont accessibles à une prévention de type primaire, à savoir tout simplement le paludisme, à savoir la méningite cérébro-spinale, à savoir la rougeole, qui continue de sévir dans nos régions. Quand vous prenez un paludisme, ce qu'on appelle la forme grave du paludisme, la forme neurologique, les enfants peuvent ne pas mourir de leur paludisme. Mais ils vont guérir, mais avec des séquelles graves. Quand vous voyez l'enfant qui est là, qui présente un tableau d'IMC, et qui à 6 ans souvent ne peut pas marcher, qui à 5, 4 ans ne peut pas tenir la tête, c'est une charge incommensurable pour la famille, et souvent c'est une source de conflit au niveau du couple, et même source de divorce dans certains couples. On les a suivis pendant longtemps et on sait de quoi on parle. Donc cette pathologie est très grave, accessible à une prévention de type primaire, mais malheureusement, nous restons encore confrontés à cette pathologie dans nos services. Son potentiel incapacitant est très énorme et la prévention et sa prise en charge restent précaires et très difficiles dans notre milieu. Ensuite, une dernière pathologie, c'est ce qu'on appelle la pathologie traumatique. Pourquoi nous avons mis la pathologie traumatique? Le conférencier précédent nous a évoqué les amputations transfémorales et on voit que ça concerne la tranche d'âge d'adultes jeunes, hommes qui sont à la recherche de leur pitance. Là, c'est des enfants, une population infantile, mais on se rend compte également que là, les enfants sont confrontés à la pathologie traumatique, pas à cause des accidents de la circulation routière, mais surtout à cause des arbres fruitiers dans notre contexte. C'est ces enfants qui vont, à la période des mangues, à la période du mois de mai, juin, aller chercher ces fruits sur les arbres et malheureusement qui sont confrontés à des chutes de hauteur, avec également là une catastrophe qui est quoi? L'implication du traitement traditionnel. Chez les enfants, lorsqu'on fait le traitement traditionnel, souvent il y a la réduction, mais ils font surtout une contention avec des branchages et des liens qui ne sont pas du tout élastiques, et ça crée un système de garrot, ça crée des ischémies et des nécroses, ce qui aboutit souvent à des amputations de membres. Les complications, c'est les calvicieux, c'est les pseudarthroses, c'est les amputations. La prévention, c'est l'information, l'éducation, la communication et l'amélioration surtout des plateaux techniques au niveau de nos centres de santé pour une meilleure prise en charge de ces enfants traumatisés. En conclusion, que dire? Il faut savoir que le handicap chronique à la marche en milieu scolaire au Burkina Faso est un problème de santé publique, pas tant par sa fréquence, mais surtout par l'implication au niveau scolaire chez l'enfant et également parce que c'est des pathologies qui sont accessibles à une prévention. Donc pourquoi laisser ces pathologies s'installer quand on connaît le poids, quand on sait que c'est une pathologie visible d'emblée, et les enfants entre eux, je m'excuse du terme, ils sont méchants. Un enfant qui boite,
souvent est déscolarisé tout simplement à cause de ses confrères, à cause de ses collègues qui se moquent de lui et finalement la scolarisation est très difficile. Ses principales étiologies sont les déviations axiales des membres inférieurs, la nécrose céphalique de la tête fémorale et les paralysies iatrogènes du nerf sciatique. La disparition de la poliomyélite, jadis première cause de handicap chronique à la marche dans notre contexte, nous permet de mettre en évidence aujourd'hui d'autres pathologies qui étaient négligées, mais qui méritent toute notre attention. L'impact du handicap sur le cursus scolaire, nous ne l'avons pas évalué, mais nous pensons que cette étude doit ouvrir la voie à une évaluation de l'impact du handicap chronique à la marche sur le cursus scolaire de nos enfants. Pour terminer, je vous ai mis l'image d'un enfant qui présente ce qu'on appelle un tableau de pied-beau invétéré. C'est l'enfant d'un militaire qui a même un brevet de parachutisme et qui laisse son enfant avec des pieds-beaux parce qu'on lui a dit que non, ça va se corriger avec la croissance. L'enfant a 14 ans aujourd'hui et voilà comment il marche. Pour vous dire que le handicap chronique à la marche, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité dans nos écoles. Je vous remercie. Merci, docteur, pour la restitution de cette bonne étude. Ce que vous avez dit, c'est tellement vrai que personnellement, je me voyais dans votre communication. Parce que moi-même, étant enfant, j'ai acquis mon handicap parce que je suis tombé d'un arbre, un baobab. Donc c'est vrai ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, c'est vrai aussi parce que l'impact, j'étais déjà à l'école primaire, l'impact aussi peut être négatif. Je ne me plains pas aujourd'hui, hein, j'ai eu mes diplômes universitaires et tout, mais mon rêve, moi et mes maîtres, c'était que j'aille à l'école militaire, au Prytanée militaire. Mais malheureusement, quand j'ai eu mon handicap, je n'ai pas pu aller au Prytanée, mais quand même, j'ai continué mes études. C'est dire que c'est une étude très intéressante et donc les débats également nous permettront maintenant de revenir, approfondir le lien qu'il y a entre ces handicaps acquis très tôt, dès l'enfance, et les résultats du cursus scolaire de la personne concernée. Merci beaucoup, Dr Gandema. Alors, nous allons passer à Anarem. Mais Anarem, c'est un condensé de paradoxes, mais de paradoxes heureux. Il est technicien orthoprothésiste, formateur au département des techniciens orthoprothésistes de l'ENAM à Lomé. Quand je dis paradoxe heureux, c'est qu'il est détenteur d'une licence en linguistique anglaise. Vous voyez, de la linguistique à l'orthoprothésisme. Il est titulaire également d'un master en sciences de l'éducation et de la formation. Anarem est un membre actif du bureau de la FATO. C'est lui le président du comité d'organisation de ce présent congrès. Il est également impliqué dans la traduction et dans la revue d'articles pour la FATO Info, qui est le bulletin d'information de la FATO. Il coordonne actuellement l'Observatoire africain des bonnes pratiques en réadaptation. Et il est le président de l'association togolaise des orthoprothésistes. Dernier paradoxe heureux, il va nous présenter une étude, une bonne pratique sur l'éducation inclusive. Il est togolais, mais ces bonnes pratiques, il est allé les puiser au Sénégal. Anarem. Merci Yatma. Heureusement que cette présentation vient juste après la présentation du docteur Gandema et puis le commentaire de Yatma par rapport à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Et là, présentement, je vais parler de certaines bonnes pratiques qui ont été recueillies au Sénégal. Mais avant d'aller aux bonnes pratiques recueillies au Sénégal, nous allons un peu parler de l'éducation inclusive elle-même. En fait, l'éducation inclusive, bien la scolarisation des enfants en situation de handicap, a connu 3 grandes périodes qui correspondent aussi à 3 grands concepts. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle l'éducation spécialisée, ensuite le concept de l'intégration scolaire, et puis après
le nouveau concept d'inclusion scolaire. On va rapidement voir l'un après l'autre ces différents concepts. Alors, commençons par l'éducation spécialisée. En fait, cette éducation spécialisée a été un système qui a consisté à former une partie de la population dans un lieu isolé, dans un centre séparé, quelque part à l'écart, où on rassemblait les enfants qui avaient le même type de handicap et à qui on donnait la même formation, mais qui étaient éloignés, isolés, écartés des écoles ordinaires. Et avec le temps, on s'est rendu compte que ces types d'écoles ont développé chez des enfants certaines habitudes qui faisaient que même en dehors des écoles, ils n'étaient pas toujours proches des élèves qui n'avaient pas de handicap. Et ça a été un ensemble de systèmes préjudiciables et stigmatisants que beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap ont décrié. Et pour ce faire, on a pensé changer un peu le système. Et c'est de là qu'est né le concept d'intégration scolaire. Alors, dans le concept d'intégration scolaire, il y a eu aussi plusieurs choses qui ont été faites. Donc, puisque l'éducation spécialisée ou les écoles spécialisées ne portaient pas le fruit escompté, alors il a été donc décidé de mettre les enfants en situation de handicap dans les mêmes écoles, dans les écoles ordinaires, comme tous les autres enfants, mais ces élèves en situation de handicap étaient dans d'autres classes, dans des classes dans lesquelles n'étaient pas les élèves qui n'avaient pas de handicap. Et le même problème a continué. Ça faisait que ces élèves en situation de handicap étaient dans l'école sans faire partir de l'école. Et ça créait toujours un problème. L'éducation spécialisée n'a pas marché. L'intégration scolaire pour arranger la situation n'a pas non plus porté son fruit. Et dans le cadre d'intégration scolaire, il était demandé aux enfants handicapés, si ce n'était même pas formel, que eux, ces enfants en situation de handicap, s'adaptent à l'école. Et là, c'est ce que vous allez bien voir l'image qui est là. Je vais montrer ça ici. Alors, il fallait que l'enfant, l'école était là en bas, avec les petits trous circulaires. Et dans l'intégration scolaire, il revenait à l'enfant lui-même de se tailler, de s'adapter au système qui était mis en place. Ce qui n'était pas possible. Et cela, dans beaucoup de recherches, a entraîné un abandon de ces élèves, de ces enfants en situation de handicap. Alors il fallait donc changer les règles du jeu. Et c'est ce changement de règles du jeu qui a mené au concept d'inclusion scolaire. Et vous voyez maintenant l'école. Nous avons maintenant cette image qui montre l'école qui s'adapte à tous les types d'élèves en situation de handicap. Alors que l'élève, excusez-moi de le dire ainsi, ait une forme cruciforme, circulaire, semi-circulaire, ronde ou rectangulaire, alors l'école devait s'adapter à tous ces différents élèves qui étaient là. Alors ces élèves, ces enfants en situation de handicap, avaient leur place dans les écoles ordinaires. Les écoles étaient aménagées pour ces enfants en situation de handicap. Les programmes étaient aménagés pour ces enfants en situation de handicap. Et c'est ça qui a amené ce concept nouveau d'inclusion scolaire où tous les enfants, quel que soit le problème qu'ils avaient, quelle que soit la déficience qu'ils avaient, sont mis ensemble, tous ensemble avec les enfants qui n'ont aucun problème. Et ils sont ensemble pour étudier, pour pouvoir faire leur cursus scolaire. Et dans le concept d'inclusion scolaire, le terme de handicap est banni. Le concept de handicap ne vaut plus la peine et cède sa place au concept de besoin éducatif particulier. Pourquoi cela? C'est parce que étiqueter un enfant de handicapé n'apporte rien quant au problème qu'il a en ce qui concerne ses études. Étiqueter un enfant d'handicapé n'indique rien quant au type de problème qu'il a. Et c'est pourquoi le concept de besoin éducatif particulier, qui ne se base plus sur la déficience, mais qui se base sur les capacités des enfants, leurs incapacités, et qui cherche à leur trouver les solutions qui leur sont appropriées. Au lieu de dire qu'un enfant est en situation de handicap à l'école, c'est mieux de dire que cet enfant a des problèmes de lecture, et que cet enfant, un des aménagements qui puisse être fait, c'est que cet enfant ne soit plus au fond de la classe, mais soit amené devant. Au lieu de dire que l'enfant il est en situation de handicap, c'est beaucoup mieux de dire que cet enfant n'arrive pas à bien écrire et qu'on l'aide. C'est mieux de dire que l'enfant n'arrive pas à bien entendre, qu'il soit beaucoup plus proche du maître. C'est mieux de dire que l'enfant, au lieu de dire qu'il est en situation de handicap, qu'on dise il n'arrive pas à accéder à la classe. Alors qu'est-ce que l'école fait? Alors l'école lui fournit l'accès facile à la salle de classe. Il arrive même pour certains enfants qui sont des malvoyants. Au lieu de dire que cet enfant, non, il ne voit pas bien, il est malvoyant, il est ceci, il est cela.
alors c'est mieux de changer la police avec laquelle le professeur donne son cours. Au lieu de mettre des polices avec des sérifs, c'est mieux de prendre une police qui soit sans sérif, où l'enfant pourra bien lire et puis bien regarder le cours, ce que le professeur est en train de faire. Alors l'éducation inclusive, c'est inclure les enfants dans le système scolaire, tous les groupes exclus ou marginalisés, pour que les enfants en situation de handicap et ceux qui ne le sont pas puissent étudier ensemble, ce qui est parfaitement, complètement et totalement en phase avec le thème de ce congrès, Ensemble pour l'avenir. Alors, quelques bonnes pratiques recueillies au Sénégal en faveur de ces enfants en situation de handicap qui sont développées par l'État, par les organisations nationales et internationales, par les associations de et pour personnes handicapées, par les parents d'élèves. On va commencer par l'État. L'État a mis en place au Sénégal une dispense d'âge en classe d'initiation, ce que certains appellent ailleurs au CP1. Et à cause des problèmes que certains enfants en situation de handicap ont, il y en a qui n'arrivent pas à s'inscrire tôt. Et à cause il y a une prolongation de l'âge limite d'inscription pour que ces enfants puissent toujours venir et s'inscrire. Ensuite, il y a eu des dispositions spéciales qui ont été prises pour ces enfants qui participent à des examens dans certains pays parce que ces enfants en situation de handicap n'arrivent pas à bien lire, n'arrivent pas à bien écrire. Alors il faudra plus de temps. Pour une épreuve de 2 heures, c'est mieux de leur donner 3 heures, 2h30 pour qu'ils puissent aussi composer et ne pas échouer, mais réussir comme tous les autres enfants à leur examen. Et l'État est en parfaite collaboration avec toutes les ONG pour faire des écoles ordinaires, des écoles inclusives. Alors, qu'ont fait des organisations nationales ou internationales? Il y a une organisation qui a été créée qui s'appelle la COSIDEP, qui est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation pour tous, qui est une coalition, comme je l'ai dit, de la société civile, qui cherche à pousser, qui cherche à faire la sensibilisation afin de faire respecter l'État, tous les engagements que l'État a pris en ce qui concerne l'éducation pour tous. Et cette coalition, en partenariat avec d'autres coalitions, ont rendu des écoles ordinaires inclusives. Des écoles qui ont été créées par l'État. Cette coalition a rendu ces écoles ordinaires des écoles inclusives qui accueillent quasiment tous les types d'enfants en situation de handicap. Et la même coalition, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont rédigé et publié un guide pratique sur l'enseignement, sur l'éducation inclusive. Ils ont aussi formé les enseignants dans ces écoles pour que ces enseignants aient les compétences pour pouvoir prendre en charge tous les types d'enfants en situation de handicap. Il y a aussi le NG Sightsavers qui a pris en charge, qui a scolarisé des enfants malvoyants dans des écoles ordinaires. Par rapport aux associations, il y a le CORIF. Qu'est-ce que le CORIF a fait? Le CORIF a identifié dans certaines zones ciblées du pays et a fait une carte des enfants qui sont exclus du système éducatif et ceux qui sont en situation de handicap, afin de faire la sensibilisation auprès de l'État, auprès de toutes les ONG, auprès de tout le monde, pour que ces enfants exclus et marginalisés puissent aussi être accueillis dans les systèmes scolaires. Et le CORIF a mis en place dans chaque localité un comité qui a une interface entre l'école, la famille et le CORIF, qui est chargé d'inscrire tous les enfants et d'assurer leur suivi scolaire, médical et paramédical. Et il y a eu aussi la formation de relais dont les parents pour faire la sensibilisation, le lobby sur le droit de ces enfants en situation de handicap. Et il y a eu beaucoup d'écoles privées, des écoles publiques dans le pays, à l'endroit des écoles ordinaires et puis des écoles de formation à l'endroit de tout ce qui est enfant en situation de handicap, quel que soit le type de handicap. Certaines sont citées sur la diapositive. Et dans toujours les bonnes pratiques au Sénégal en faveur de ces enfants en situation de handicap, il y a un observatoire qui a été créé, un observatoire pour l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap et qui, bien entendu, a pour mission de faciliter l'accès aux informations relatives à la protection, à la défense, à l'éducation, à la scolarisation et à la promotion des droits des personnes handicapées, des enfants en situation de handicap, en vue de faire respecter l'État, tous les engagements qu'il a pris, tout ce qu'il a signé en ce qui concerne la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap. Malgré tout ce qui a été fait, le pays ne compte pas rester là, mais le pays a encore d'autres choses en vue d'aider ces enfants en situation de handicap à pouvoir être scolarisés. Et notamment,
le paquet, qui est le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le pays, qui a dans ses lignes d'action la création de nouveaux établissements spécialisés, la formation des enseignants, des éducateurs, le renforcement des capacités des enseignants à prendre en charge les enfants en situation de handicap, la création d'écoles inclusives dans chaque collectivité locale, la provision d'un soutien accru aux établissements où sont inscrits les enfants en situation de handicap, le développement de structures privées. Mais toutes ces choses sont faites, mais nous demandons toujours au pays qu'il y a encore beaucoup à faire, que ce serait bien qu'à malgré tout ce qui a été déjà fait, qu'ils fassent encore davantage. Et que nous qui sommes là aujourd'hui, nous puissions apprendre d'eux pour que ces enfants en situation de handicap puissent avoir accès à leur droit à l'éducation. Je vous remercie. Merci Anaren. Bonne communication également, surtout la distinction que vous avez faite entre l'éducation spéciale, l'éducation intégratrice et l'éducation inclusive qui aujourd'hui doit être promue selon évidemment la Convention sur les droits des personnes handicapées, convention que la plupart de nos pays d'ailleurs ont déjà ratifiée. Il faut peut-être ajouter au concert de la société civile au Sénégal aussi Handicap International, qui a, à travers le projet Appel, qui a également fait des initiatives intéressantes en matière d'éducation des enfants handicapés. Merci pour cette communication. Je crois que durant les débats également, des questions certainement vont être soulevées relatives à cette problématique de l'éducation inclusive. Nous allons maintenant passer à la dernière communication, celle de M. Kepko Dodzi. M. Kepko Dodzi qui est, je vous le dis, mon ami parce que nous militons ensemble dans le mouvement des personnes handicapées. Je rappelle qu'il est doctorant en sciences de l'éducation et déjà enseigne la méthodologie de recherche en sciences sociales dans quelques universités privées. Mais auparavant, il est titulaire d'un DEA en sciences de l'éducation et de la formation, option paradigme de formation dans les pays en développement. M. Kekpo est chef de projet chargé de la promotion des droits à l'emploi des personnes handicapées à la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, où il a conduit beaucoup de projets, notamment le projet décisif que beaucoup parmi nous connaissent ici, droit, égalité, citoyenneté, inclusion sociale des personnes handicapées, un projet qui a été initié par Handicap International. Promotion également des droits des personnes handicapées à travers le renforcement du cadre législatif, on l'a dit tout à l'heure. Beaucoup de nos pays commencent à développer des législations nationales et ont ratifié la Convention. Mais Kekpo est aussi administrateur du portail sous-régional pour les droits et l'inclusion des personnes handicapées. Donc c'est un portail Internet, donc qui est un outil de communication de la Fédération ouest-africaine des organisations de personnes handicapées. Il en est l'administrateur. Il va donc nous parler ce matin de l'accès à l'emploi pour les jeunes handicapés. Kekpo, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, M. Yatsma. Je voudrais également remercier mes autres collègues qui m'ont précédé et qui ont vraiment balisé le terrain, ce qui fera peut-être que ma communication sera plutôt assez laconique. Alors, je voudrais déjà commencer par la méthodologie parce qu'elle ne s'affiche pas sur les diapos. Ce sera, vous allez la voir sur l'article complet qui peut-être vous sera donné. Et je ne fais pas la restitution d'une étude spécifique, mais je me suis inspiré de plusieurs études et des politiques. Et donc, j'ai utilisé la politique nationale de l'emploi au Togo de 2014 que
FETAF a participé à élaborer avec les autres acteurs et le gouvernement. J'ai également utilisé une étude sur l'accès, les difficultés de l'accès des personnes handicapées à l'emploi et son plan d'action opérationnel. J'ai également utilisé une étude que moi-même j'ai réalisée, c'est sur l'accès au TIC des personnes handicapées, également la convention relative aux droits des personnes handicapées et ensuite le 4e recensement des personnes et de l'habitat au Togo. Et donc tous ces documents m'ont permis de faire cette synthèse, mais que j'ai mis en lien avec les bonnes pratiques que nous réalisons à la FETAF, et tout ça m'a permis de produire ce document. Je ne sais pas si ça... Voilà, il faut déjà l'allumer. Voilà, il faut l'allumer encore, je l'ai encore éteint. Ok, très bien, très bien, merci. Donc, j'aurai une introduction et je vais profiter pour présenter la FETAF, la situation des personnes handicapées et puis comment lutter contre le chômage des jeunes handicapés. Et je vais terminer bien sûr par une conclusion. Alors, comme je le disais tantôt, je ne vais plus revenir sur les statistiques. Il y a 900 000 personnes handicapées au Togo, selon l'extrapolation que nous avons faite par rapport aux données de l'OMS et de la Banque mondiale. Et donc, cette couche est minée par plusieurs maux. Comme vous le savez, c'est une couche très vulnérable. Et donc, principalement en matière d'éducation, d'emploi, de santé, du genre, de la protection sociale et de l'accès aux services sociaux. Alors, la FETAF, qui est la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, ça c'est une parenthèse pour présenter rapidement la FETAF, est portée sur les fonds baptismaux le 30 novembre 1990. Et son domaine d'intervention, c'est la promotion des droits des personnes handicapées. Alors, la FETAF a pour mandat de représenter toutes les organisations de personnes handicapées auprès des pouvoirs publics, de favoriser la pleine participation des personnes handicapées au développement économique et social, culturel de la nation, et d'intervenir auprès du pouvoir public pour adopter les textes législatifs et règlements nécessaires à la protection sociale des personnes handicapées, encourager le gouvernement à ratifier toutes les conventions internationales relatives aux droits des personnes handicapées. Voilà un peu le mandat de la FETAF, et nos moyens d'action, c'est essentiellement le plaidoyer et les sensibilisations. Alors, donc, au niveau central, nous faisons un plaidoyer au niveau central pour influencer les outils de développement mis en place par l'État depuis 1990, comme le DSRPC, c'est le DSRP, qui a évolué en SCAP. DSRP, c'est le document stratégique de réduction de la pauvreté. La SCAP, c'est la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Et donc, nos plaidoyers ont influencé tous ces documents et ont permis à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées au Togo en 2011. Et donc, au niveau local, c'est nos associations membres qui interviennent. Et donc, ils sont préparés pour travailler avec les collectivités locales, les préfectures, et donc c'est au niveau micro. Ils travaillent avec les comités villageois de développement, les comités de développement de quartier, etc., pour influencer les plans locaux par le handicap. Et donc, la FETAF
est composé à ce jour d'une quarantaine d'associations membres réparties sur l'ensemble du territoire. Voilà à peu près la présentation de la FITAF. Et donc, je vais continuer pour vous présenter en 5 points la situation actuelle des personnes handicapées au Togo. Et comme les chiffres l'indiquent, on a à ce jour 0,9 personnes handicapées qui sont recrutées dans la fonction publique au Togo. Vous voyez que c'est très peu, alors que selon les estimations du BIT, sur le plan mondial, 62% des personnes handicapées, dont 32% des femmes handicapées, sont en mesure de travailler. Donc, il y a tout un travail qui est à faire. Et donc, il y a une faible promotion de l'initiative privée des personnes handicapées. Faiza en avait parlé. Et il n'y a pas de financement parce que les gens doutent dans sur la solvabilité des personnes handicapées.